Ce cours s'adresse aux étudiants de module de phonistique. Avant de commencer, je tiens à signaler que les étudiants doivent être munis de leur polycopier pour pouvoir suivre le cours en simultané avec l'enregistrement audio. La phonistique est la systématique des espèces animales. La systématique étant la science qui permet d'identifier et de classer les différentes formes d'animaux et de végétaux en s'appuyant sur des descriptions. Les descriptions utilisent essentiellement des caractères morphologiques, c'est-à-dire des caractères visibles extérieurement, et parfois font appel à des caractères anatomiques. Alors, ces caractères anatomiques, c'est l'organisation interne des animaux et qui a été étudiée en S2 en module de biologie des organismes. Donc, le cours est une suite de descriptions de caractères. Pour chaque groupe zoologique à étudier, nous donnerons successivement les caractères généraux qui permettent de le décrire, les caractères utilisés dans les subdivisions et en dernier lieu, quelques exemples avec leur mode et milieu de vie et parfois aussi leurs particularités. Les vertébrés sont des chordés qui sont définis par les caractères fondamentaux suivants. Ce sont des métazoaires triploblastiques, c'est-à-dire que les différentes parties du corps dérivent de trois feuillets embryonnaires, l'ecto, le méso et l'endoderme. Ce sont des célomates, ils possèdent des cavités célomiques apparaissant dans le mésoderme. Ce sont des deutérostomiens, ça veut dire que leur anus est formé à partir du blastopore. Ce sont des épineuriens, c'est-à-dire que leur système nerveux est dorsal. Et ils possèdent un plan de symétrie bilatérale. Ce sont des crâniates, leur encéphale est alors protégé par une capsule osseuse, le crâne. Ils possèdent un axe squelettique dorsal, qui est la colonne vertébrale, composée de vertèbres et à laquelle ils doivent leur nom. Au point de vue classification, l'embranchement est divisé en deux sous-embranchements selon la présence ou l'absence des mâchoires. Tout d'abord, le sous-embranchement des agnates ou agnatostomes qui réunit les organismes sans mâchoire. Le sous-embranchement des gnatostomes regroupe tous les autres vertébrés avec mâchoire, à savoir les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Nous commençons donc avec le sous-embranchement des agnatostomes, appelé aussi agnate, et dans le terme agnate, nous retrouvons l'origine grecque a qui veut dire sang et gnatos qui veut dire mâchoire. Ce sont donc des vertébrés aquatiques caractérisés par l'absence de mâchoire. Dans ce sous-embranchement-là, nous avons une seule classe, celle des cyclostomes. Cyclo qui veut dire ronde et stoma qui veut dire bouche et qui sont les plus primitifs des vertébrés. Leur bouche est ronde et munie de dents plus ou moins nombreuses. Leur squelette est conjonctif ou cartilagineux. Et il se caractérise aussi par l'absence de nageoires paires, c'est-à-dire les nageoires pectorales et les nageoires pelviennes. Leur peau est nue, c'est-à-dire sans écailles, et elle est visqueuse, et de ce fait, cette viscosité va faciliter le déplacement de ces organismes dans l'eau. De point de vue mode de vie, ils peuvent être ectoparasites de vertébrés ou libres. Alors, nous allons citer deux exemples, la lamproie et la myxine. La lamproie, nous la reconnaissons par l'existence de deux nageoires dorsales et une nageoire caudale. Et on la reconnaît aussi par la présence de 7 orifices branchiaux. Et nous voyons ici la ventouse buccale. La myxine, à l'inverse de la lamproie, ne présente pas de nageoires dorsales. Alors, au niveau de la bouche, elle est toujours circulaire, mais à la différence, on va noter l'existence de 8 tentacules buccaux.
Le sous-embranchement des gnatostomes. Donc là, ce sont les vertébrés qui sont caractérisés par la présence de mâchoires. Nous allons commencer par la superclasse des poissons. Ce sont des vertébrés gnatostomes à habitat aquatique, à respiration fondamentalement branchiale et se déplaçant par des nageoires. Et l'ensemble des nageoires, c'est ce que l'on appelle le ptérygium. Par opposition aux tétrapodes, où l'ensemble des membres est appelé chiridium. Cette superclasse est subdivisée en 4 classes: les acanthodiens qui sont fossiles, les placodermes également fossiles, les chondrichtiens et les ostéichtiens. Les 2 premières classes étant fossiles, nous n'allons pas les étudier et nous allons donc, avant de passer à l'étude de ces 2 classes, faire une petite parenthèse où l'on va parler un petit peu de la morphologie du poisson pour se familiariser avec le vocabulaire qui est à l'étude de ce groupe. En général, un poisson présente une forme fuselée. Je dis bien en général parce que des fois, on peut trouver une forme serpentiforme. La forme fuselée qui est caractérisée par l'absence totale de cou. La tête porte les yeux, les narines et la bouche, et elle est limitée à l'arrière par l'opercule, sous lequel on va trouver les branchies. Et la tête se prolonge en un corps qui s'amincit vers l'arrière au niveau du pédoncule caudal. Leur corps porte des nageoires et il est recouvert au moins partiellement d'écailles. Nous allons tout d'abord nous intéresser à l'étude des nageoires parce qu'elles sont très importantes en systématique par leur position, leur nombre, leur nature, ainsi que leur forme. On va distinguer d'abord les nageoires paires qui sont symétriques et latérales et les nageoires impaires qui sont implantées sur la ligne médio-dorsale ou médio-ventrale. Nous disons donc que les nageoires paires sont symétriques et latérales. Parmi elles, nous distinguons les nageoires pectorales qui sont implantées sur les flancs, c'est-à-dire les côtés, et peu en arrière de l'opercule. Ensuite, nous avons les nageoires pelviennes qui sont situées au bord du profil ventral. Les nageoires impaires, quant à elles, sont implantées sur la ligne médio-dorsale ou médio-ventrale. On distingue la nageoire dorsale qui peut être unique ou en plusieurs parties qui sont plus ou moins nettement séparées. La nageoire anale, elle peut être unique ou double. Et la nageoire caudale qui est de forme variable. Certains poissons présentent en arrière de la nageoire dorsale une nageoire particulière qui est charnue et sans aucun rayon de soutien, c'est la nageoire adipeuse. Parfois, les nageoires dorsales et anales peuvent être suivies par de petites nageoires isolées qui sont soutenues par un seul rayon et on les appelle des pinnules. Les différents types de nageoires caudales. Là, j'entends bien les types morphologiques. On ne parle pas à ce niveau-là de forme de nageoire caudale, mais de type de nageoire caudale. Nous avons tout d'abord la nageoire homocerque. Homo qui veut dire même. Donc ici, nous avons une nageoire qui présente 2 lobes de même taille, 2 lobes égaux. La nageoire caudale de type hétérocerque, hétéro donc différent. Et là, nous avons 2 lobes de taille différente, le lobe dorsal étant plus développé que le lobe ventral. Et la colonne vertébrale se poursuit au niveau du lobe dorsal.
La nageoire caudale d'Iphycerque. Alors cette nageoire, elle est pointue à l'extrémité et elle rappelle la forme d'un pinceau. Il y a aussi la nageoire caudale trilobée, donc qui est constituée de trois lobes. Un lobe dorsal, un lobe ventral et un lobe médian. Après les nageoires, nous passons à une autre composante du poisson qui sont les écailles. Ces écailles sont utilisées dans la détermination et la systématique pour leur type et leur disposition. On va distinguer deux types d'écailles selon leur origine. Chez les chondrichtiens, qui sont des poissons cartilagineux, les écailles sont d'origine dermo-épidermique. Ce sont des denticules cutanés, c'est-à-dire de toutes petites dents qui apparaissent au niveau de la peau et elles sont appelées écailles placoïdes. Ces écailles sont constituées par un cône de dentine recouvert par une mince couche d'émail. Et au niveau de la disposition, elles sont à disposition disjointe, c'est-à-dire qu'elles sont séparées, elles sont plus ou moins éloignées les unes des autres. Nous avons ici une coupe transversale d'une écaille placoïde qui nous montre la double origine de cette écaille, donc une origine dermo-épidermique. Et nous voyons le cône de dentine qui est recouvert par la couche d'émail. Nous avons ici une idée de la disposition de ces écailles, donc à disposition disjointe. Je vous demande donc de vous reporter au tableau de votre polycopier pour pouvoir suivre cette explication. Donc ce tableau met en évidence les types d'écailles et leur origine, leur composition, la disposition ainsi que les groupes systématiques qui les présentent. Donc, comme nous venons de voir, les écailles placoïdes sont d'origine dermo-épidermique. Elles sont constituées par un cône de dentine et qui est recouvert par une fine couche d'émail. Au niveau de la disposition, elles sont disjointes. Ces écailles se trouvent chez les poissons chondrichtiens. Les écailles cosmoïdes sont là exclusivement d'origine dermique. Au niveau de la composition, en allant de la partie externe vers la partie interne de l'écaille, nous retrouvons une première couche qui ressemblerait un petit peu à de l'émail, c'est à peu près l'équivalent de l'émail, une couche de cosmine, substance qui a donné le nom à l'écaille, une couche d'os spongieux et tout à fait à l'intérieur de l'écaille, une couche d'isopédine qui est constituée d'os compacts et lamelleux. Au niveau de la disposition, ces écailles sont à disposition juxtaposée, c'est-à-dire posées les unes à côté des autres, comme vous pouvez le voir sur le petit dessin. Et ces écailles, nous les retrouvons chez la sous-classe des dipneustes et chez la sous-classe des crossoptérygiens. Tous ces groupes zoologiques, nous y reviendrons plus en détail ultérieurement. Les écailles ganoïdes sont aussi d'origine dermique. Au niveau de la composition, donc toujours de la partie interne de l'écaille, externe pardon, de l'écaille vers la partie interne, il y a une couche de ganoïne sous laquelle on va trouver une couche d'isopédine, donc une couche d'os compact et lamelleux. Une première constatation, c'est que nous sommes passés des écailles cosmoïdes qui comportaient 4 couches aux écailles ganoïdes qui ne comportent plus que 2 couches. La disposition juxtaposée, donc là aussi des écailles qui sont disposées les unes à côté des autres.
Les groupes systématiques qui présentent ce type d'écailles, c'est le superordre des chondrostéens, le superordre des holostéens et le superordre des brachyoptérygiens. Les écailles élasmoïdes, aussi d'origine dermique, ce sont des écailles qui sont très minces, très fines. On y trouve de la partie externe vers la partie interne une couche de hyalodentine qui est une variété de dentine et une couche d'isopédine qui est une couche d'os compact et lamelleux. Au niveau de la disposition, ces écailles sont chevauchantes, on peut dire aussi imbriquées ou recouvrantes. Nous avons une couche, d'écailles qui va recouvrir une partie de la couche suivante. Et dans ce cas-là, seule la partie antérieure de l'écaille reste cachée dans le derme et seule la partie postérieure est visible. Au sein des écailles élasmoïdes, on va trouver deux types. Les écailles cycloïdes qui ne présentent pas de cténidie, nous allons y revenir dans la diapo suivante, et ces écailles existent dans le superordre des téléostéens malacoptérygiens. Un deuxième type, ce sont les écailles cténoïdes et qui présentent des épines au niveau du champ postérieur et que l'on va trouver dans le superordre des téléostéens acanthoptérygiens. La partie antérieure de l'écaille va rester cachée dans le derme et seule la partie postérieure est visible. Les écailles élasmoïdes comportent deux variétés selon que la partie postérieure porte ou non des cténidies, c'est-à-dire des épines. Alors, on voit ici sur le dessin de gauche que la partie postérieure ne porte pas d'épines, tandis que sur le dessin de droite, il y a présence d'épines ou encore cténidies. Les écailles cycloïdes sont dépourvues de cténidies. Elles présentent une surface lisse et un contour régulier. Elles existent chez les téléostéens inférieurs, appelés aussi malacoptérygiens, comme par exemple la carpe ou la sardine. Les écailles cténoïdes, quant à elles, présentent des cténidies sur le champ postérieur, donc ces petites épines que l'on voit à l'arrière des écailles. Ces écailles existent chez les téléostéens supérieurs, appelés aussi acanthoptérygiens, et comme exemple la perche ou la sole. Les écailles placoïdes, là c'est une remarque très importante. Les écailles placoïdes que l'on trouve chez les chondrichtiens, qui sont donc des poissons peu évolués, et en allant vers les écailles élasmoïdes que l'on trouve chez les poissons ostéichtiens et qui sont des poissons très évolués. Ce que l'on pourra noter, c'est qu'il y a une diminution de l'épaisseur en allant des écailles placoïdes vers les écailles élasmoïdes. Et là, ça devient des écailles très fines. Alors, on rappelle que les écailles placoïdes, ce sont des denticules cutanés, c'est-à-dire de toutes petites dents qui apparaissent au niveau de la peau. Tandis que les écailles élasmoïdes sont des écailles qui sont très très fines. Après cette petite parenthèse concernant la morphologie du poisson, donc on a dit pour se familiariser avec le vocabulaire qui va être utilisé par la suite, nous allons faire un petit retour en arrière pour essayer de nous situer. Nous sommes donc dans l'embranchement des vertébrés, dans lequel nous avons distingué deux sous-embranchements. Le sous-embranchement des agnates, avec une seule classe, celle des cyclostomes. Et le sous-embranchement des gnatostomes, avec la superclasse des poissons et la superclasse des tétrapodes.
Au niveau de la superclasse des poissons, nous allons distinguer deux classes, la classe des chondrichtiens et la classe des ostéichtiens. La classe des chondrichtiens, appelée aussi poissons cartilagineux. Alors, je tiens à préciser que tout ce qui figure en gras dans le texte, c'est ce qui est important à connaître. Donc, les chondrichtiens sont caractérisés par un squelette cartilagineux. Ce caractère nous indique que ces poissons sont des organismes primitifs. Leurs écailles, comme nous venons de le voir, sont des écailles de type placoïde. Elles sont à disposition disjointe, donc non recouvrantes. Ils présentent 4 à 7 paires de fentes branchiales et une paire d'évents que l'on appelle aussi des spiracles ou des pseudobranchies. Les évents sont des orifices qui servent à l'entrée d'eau respiratoire et ils sont situés à proximité des yeux, c'est-à-dire près des yeux chez les sélaciens. On peut noter l'existence de nageoires paires et impaires, mais toutefois, il peut y avoir des exceptions. La nageoire caudale chez les chondrichtiens est de type hétérocerque, c'est-à-dire qu'elle est formée de deux lobes dissymétriques, le lobe dorsal étant plus développé que le lobe ventral. C'est un autre indice de primitivité de ces poissons. Alors pour cette nageoire caudale hétérocerque, vous avez un petit dessin au niveau de votre manuel. La bouche et les narines sont infères, c'est-à-dire qu'elles sont en position ventrale. La fécondation est interne et ils sont le plus souvent ovipares, c'est-à-dire qu'ils pondent des œufs. Chez les chondrichtiens, on peut noter l'existence d'un dimorphisme sexuel. Dans ce cas-là, le mâle possède des ptérygopodes qui sont des organes d'accouplement qui proviennent de la différenciation des nageoires pelviennes. Ça, c'est une différence fondamentale par rapport aux poissons ostéichtiens, chez lesquels on ne peut pas faire la différence entre un mâle et une femelle extérieurement. Donc, il faut faire une dissection pour pouvoir déterminer le sexe de l'individu en question. Ici, donc, l'existence des ptérygopodes nous permet de dire qu'il s'agit d'un mâle. Au point de vue morphologie des chondrichtiens, on peut noter ici chez ce requin par exemple, une première nageoire dorsale, une deuxième nageoire dorsale, une nageoire caudale hétérocerque et on peut voir ici que la colonne vertébrale se prolonge dans le lobe dorsal. La nageoire anale, les ptérygopodes, donc des organes sexuels mâles, la nageoire pelvienne, la nageoire pectorale, les fentes branchiales, les vents. On a bien dit qu'il était situé à proximité des yeux, la narine et la bouche qui est aussi en position infère. Dans cette classe des chondrichtiens, nous distinguons deux sous-classes selon que les fentes branchiales sont visibles extérieurement ou non. Ainsi, on va distinguer la sous-classe des sélaciens et la sous-classe des holocéphales. En nous adressant à la sous-classe des sélaciens, on peut dire qu'ils sont caractérisés par 5 paires de fentes branchiales qui sont visibles extérieurement, c'est-à-dire non recouvertes par un opercule.
On va distinguer deux ordres en fonction de la position des fentes branchiales. C'est l'ordre des hypotrèmes et l'ordre des pleurotrèmes. Les hypotrèmes. Dans ce terme-là, nous avons deux origines, hypo qui veut dire sous et tréma qui veut dire fente. Dans ce cas-là, les fentes branchiales s'ouvrent ventralement sous l'animal, à l'exception des spiracles ou évents et qui sont à ouverture dorsale et comme on l'a dit précédemment, ils sont situés à proximité des yeux. Leur corps est aplati dorso-ventralement avec des pectorales très développés et une région caudale qui est rétrécie, c'est-à-dire étroite, et grêle, c'est-à-dire qui n'a pas de force, qui n'a pas de tonus, et elle est sans rôle locomoteur. Ces poissons se déplacent en nageant, en utilisant leurs nageoires pectorales, hein, et de cette manière-là, ces nageoires pectorales, les mouvements qu'ils vont leur permettre, ce sont des mouvements comme des ailes, des battements d'ailes d'oiseaux. Ils se caractérisent par l'absence de nageoires dorsales. Et c'est ce que nous avons noté au niveau des caractères généraux quand nous avons dit présence de nageoires paires et impaires, sauf exception. Donc voici l'exception et elle est relative à l'absence de la nageoire anale. La face ventrale de ces poissons est blanche, tandis que la face dorsale est en harmonie avec la teinte, c'est-à-dire la couleur, et les dessins du substrat. On parle là du phénomène d'homochromie. Ces poissons sont souvent benthiques, c'est-à-dire qui vivent au niveau des fonds marins. Leur régime alimentaire, ils peuvent être carnivores, donc ils vont se nourrir de chair d'autres poissons ou d'autres organismes marins, ou alors microphages, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir de petites particules microscopiques. Nous allons voir maintenant la morphologie d'un hypotrème. Alors, nous voyons ici le museau. Alors, nous sommes au niveau de la face dorsale. Le museau, les yeux, les vents, donc situés à proximité des yeux, la nageoire pectorale, la nageoire pelvienne, les nageoires dorsales et la nageoire caudale. Et on notera bien l'absence de nageoire anale. En vue ventrale, on retrouve bien sûr toujours le museau à l'extrémité de la tête. Ici, nous avons les narines, la bouche, les fentes branchiales. Alors, vous avez ici la photo d'un organisme. Donc, on voit bien les yeux, la bouche, pardon, les narines, la bouche et les fentes branchiales. Ici, l'anus et les ptérygopodes qui sont donc des organes sexuels mâles. Donc ici, nous voyons deux ptérygopodes qui sont reliés aux nageoires pelviennes. Donc nous pouvons dire ici que nous sommes en présence d'un mâle. Et on notera toujours l'absence de nageoire anale. Dans cet ordre-là, nous allons distinguer deux sous-ordres, les ragiformes et les torpédiniformes. Ces deux sous-ordres-là ont été distingués en fonction de la forme du museau qui est pointu chez les ragiformes. Les ragiformes regroupent les espèces que l'on appelle communément les raies. Chez
les torpédiniformes qui regroupent les torpilles, le museau est arrondi. Chez les ragiformes, les pectorales sont angulaires, tandis que chez les torpédiniformes, les pectorales sont arrondis. Nous avons ici deux photos qui nous montrent une vue dorsale et une vue ventrale d'une raie, donc qui appartient au sous-ordre des ragiformes. On peut donc voir le museau pointu et les pectorales qui sont angulaires. Ces deux photos illustrent aussi l'homochromie. Donc, en vue dorsale, on a dit que le corps présentait la même couleur et la même teinte et les mêmes dessins que le substrat. Donc, on peut voir au niveau du dos de cette raie, on retrouve des petites taches blanches. Ce sont les mêmes que celles que l'on retrouve sur le substrat. Et le fait de prendre la même couleur que le substrat, c'est ce qui va leur permettre de se camoufler, donc de se cacher. La vue ventrale, vous voyez, la face ventrale est entièrement blanche et on retrouve donc les narines, la bouche, les fentes branchiales et les ptérygopodes qui, là aussi, nous indiquent que nous sommes en présence d'un mâle. Nous avons ici deux illustrations qui nous montrent donc des torpilles appartenant au sous-ordre des torpidiniformes. Et là, nous avons des vues dorsales où on voit bien le museau qui est arrondi ainsi que les pectorales. On rappelle donc que nous sommes dans la sous-classe des sélaciens et dans laquelle on avait distingué deux ordres, les hypotrèmes et les pleurotrèmes. Et ces deux ordres ont été distingués en fonction donc de la position des fentes branchiales. Chez les hypotrèmes, les fentes branchiales étaient ventrales. Chez les pleurotrèmes, alors au niveau de ce nom-là, nous retrouvons deux origines, pleuro qui veut dire côté et tréma qui veut dire fente. Donc là, les fentes branchiales s'ouvrent latéralement. Leur corps est fusiforme, donc en forme de fuseau, et il est plus ou moins aplati latéralement. Et j'insiste bien sur le terme plus ou moins. Hein, c'est pas aplati latéralement, mais plus ou moins aplati latéralement. Et il va se terminer par une queue qui est robuste, c'est-à-dire une queue qui est forte. Et dans ce cas-là, la queue va avoir un rôle locomoteur, à l'inverse des hypotrèmes dont la région caudale était grêle donc, et qui n'avait pas de rôle locomoteur. Voilà donc une autre différence par rapport à l'ordre précédent. Ce sont des poissons qui sont pélagiques, donc ils vivent en pleine mer, en haute mer. À l'inverse des hypotrèmes qui occupaient les fonds marins, et on avait dit donc qu'ils sont benthiques. Ces poissons sont carnivores ou planctonophages. On peut citer comme exemple les requins, les squales et les roussettes. Nous allons voir donc deux illustrations de ces organismes-là. Nous avons tout à fait à gauche une roussette, donc le nom lui a été donné pour sa couleur et aussi pour les taches, hein, c'est comme des taches de rousseur. Et on voit les fentes branchiales, nous voyons l'œil et à l'arrière duquel on peut noter l'existence des évents. Les deux autres illustrations à droite montrent des requins. Donc sur l'image du haut, on voit les 5 paires de fentes branchiales latérales et sur celle du bas, la même chose. Et on peut voir donc les narines et la bouche qui sont en position infère.
Après la sous-classe des sélaciens, on trouve la sous-classe des holocéphales. Chez les holocéphales, il y a seulement 4 paires de fentes branchiales. Ces fentes branchiales sont recouvertes d'un repli cutané. C'est une différence essentielle par rapport à la sous-classe des sélaciens où les fentes branchiales étaient visibles extérieurement, c'est-à-dire non recouvertes. Chez les holocéphales, on peut noter l'absence d'évent. Au niveau de la forme du corps, le corps s'amincit fortement en arrière en une queue qui est filiforme, c'est-à-dire qui a l'aspect d'un fil, et qui va porter une nageoire caudale. On trouve 2 nageoires dorsales et la première nageoire dorsale est précédée d'un aiguillon érectile venimeux. Ces poissons sont des poissons benthiques et comme exemple, nous pouvons citer la chimère. Maintenant, nous allons faire un petit récapitulatif relatif à cette classe des chondrichtiens. Donc, dans cette classe, nous avons distingué 2 sous-classes. La sous-classe des sélaciens, que l'on a distinguée par l'existence de fentes branchiales visibles extérieurement, et la sous-classe des holocéphales, dont les fentes branchiales sont recouvertes d'un repli cutané. Dans la sous-classe des sélaciens, nous avons distingué 2 ordres. L'ordre des hypotrèmes, dont les fentes branchiales sont ventrales, et l'ordre des pleurotrèmes, dont les fentes branchiales sont latérales. Donc, voici ce que nous pouvons dire concernant cette classe des chondrichtiens. La deuxième classe qui existe au niveau de la superclasse des poissons, c'est la classe des ostéichtiens, que l'on qualifie aussi de poissons osseux. Leur squelette est partiellement ou totalement ossifié, tandis que chez les chondrichtiens, il était cartilagineux. Leur nageoire caudale est souvent homocerque, c'est-à-dire constituée de 2 lobes égaux. Quand je dis souvent homocerque, ça veut dire qu'elle peut avoir l'un des 4 types que nous avons vus précédemment, donc homocerque, hétérocerque, difficerque ou trilobé. Leur corps est revêtu d'écailles d'origine dermique et dans ce cas-là, ça ne pourra être que des écailles ganoïdes, cosmoïdes ou élasmoïdes. Si chez les sélaciens, nous avons noté la présence de fentes branchiales, donc qui peuvent être recouvertes d'un repli cutané ou alors visibles extérieurement, ici, il y a présence d'un opercule et qui va couvrir les branchies. Présence de pièces osseuses à la base des nageoires. Au niveau reproduction, ils sont à fécondation externe et ovipares. Nous allons distinguer 3 sous-classes en fonction de la structure des nageoires paires, ces nageoires paires que l'on appelle aussi des ptérygies. Nous avons la sous-classe des dipneustes, la sous-classe des crossoptérygiens et la sous-classe des actinoptérygiens.
La sous-classe des dipneustes. Dans le terme dipneuste, nous retrouvons deux origines, di qui veut dire deux et pneuste, respiration. Les nageoires paires, puisque c'est le critère qui a été utilisé pour subdiviser la classe en trois sous-classes, les nageoires paires chez les dipneustes peuvent être en palette pédiculée. Donc en palette, ça veut dire qu'ils ont une forme qui est étalée. Et pédiculée, ça veut dire qu'ils vont présenter un pédoncule. C'est ce que l'on retrouve chez le Barramunda. Donc, comme on peut le voir ici, la forme de la nageoire est étalée. Ou alors en fouet, et là, c'est une forme qui est plus ou moins allongée, et c'est ce qu'on va retrouver chez le protoptère. Donc, voici une nageoire en forme de fouet. La nageoire caudale est difficerque, c'est-à-dire qu'elle est en forme de pinceau. Leurs écailles sont de type cosmoïde et donc à disposition juxtaposée. Ces poissons se caractérisent par une double respiration fonctionnelle, branchiale et pulmonaire. Ce sont des poissons dulcicoles. Alors, nous avons ici l'illustration d'un protoptère. Nous voyons les nageoires paires qui sont donc en fouet et nous voyons la nageoire caudale qui est difficerque. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est une nageoire qui est pointue à l'extrémité et qui fait rappeler un petit peu la forme d'un pinceau de peinture. L'illustration suivante montre le barramunda. Et là, on peut voir les nageoires paires qui sont en palette pédiculée. Et là, nous avons donc la nageoire qui est étalée et un axe ou un pédicule pour l'insertion sur le corps. La deuxième sous-classe est celle des crossoptérygiens. La nageoire anale et les nageoires pectorales et pelviennes sont pédiculées, c'est-à-dire qu'elles présentent un squelette axial. Donc, comme on peut le voir ici, il y a la nageoire et à la base de la nageoire, il y a un squelette axial qui va permettre donc l'insertion au niveau de la ceinture. La nageoire caudale est trilobée, constituée de trois lobes, un lobe dorsal, un lobe ventral et un lobe médian. Leurs écailles sont de type cosmoïde et à disposition juxtaposée. Dans cette sous-classe, il existe une seule espèce qui subsiste actuellement, c'est le sélacanthe. La troisième sous-classe que l'on distingue dans la classe des ostéichthyens, c'est la sous-classe des actinoptérygiens. Leurs nageoires paires sont soutenues par des rayons osseux et elles sont fixées directement sur les ceintures, c'est-à-dire sans aucun élément intermédiaire, comme celui dont on a parlé tout à l'heure et que l'on appelle le squelette axial, à l'exception des brachioptérygiens. Donc, pratiquement tous les actinoptérygiens ont leurs nageoires qui sont fixées directement sur les ceintures, sauf chez les brachioptérygiens. Leur respiration est uniquement branchiale et leurs branchies sont cachées par un opercule qui est ossifié. En fonction de l'ossification plus ou moins importante du squelette,
Les actinoptérygiens sont répartis en 4 superordres. Le superordre des chondrostéens, le superordre des zoolostéens, le superordre des brachioptérygiens et le superordre des téléostéens. Le superordre des chondrostéens. Le squelette est très peu ossifié, donc il reste quelque peu cartilagineux. Leurs écailles sont de type ganoïde et la nageoire caudale hétérocerque. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand on a parlé des caractéristiques des ostéichthyens, on a dit nageoire caudale, souvent homocerque. Donc nous avons ici un premier cas d'exception. La bouche est infère, c'est-à-dire qu'elle est située sur la face ventrale et elle est munie de barbillons. Ces barbillons, ce sont des filaments qui sont à rôle tactile et gustatif. Ce sont des poissons qui sont benthiques, donc ils vivent sur les fonds marins. Et comme exemple, on peut citer l'esturgeon, qui est un poisson amphibiotique à migration anadrome. Là, ça veut dire que l'adulte est marin, tandis que la larve est dulcicole. Donc, pour expliquer ce passage de milieu différent entre la larve et l'adulte, l'adulte, au moment de la reproduction, va aller pondre au niveau des rivières. Et quand il va remonter les rivières donc pour pondre, des œufs vont sortir des larves qui vont donc vivre au niveau des rivières et au moment et à un moment, elles vont subir une métamorphose et qui va les ramener vers le milieu marin. Donc, amphibiotique à migration anadrome. Amphibiotique, ça veut dire qu'il y a deux milieux de vie différents pour l'adulte et la larve. Et anadrome, ça veut dire que la migration s'effectue du milieu marin vers le milieu dulcicole. La migration étant toujours relative à l'adulte et non pas la migration de la larve, parce que la larve aussi subit une migration pour revenir au milieu marin. Mais là, pour bien fixer, la migration est relative à l'adulte. C'est ce qui permet donc de dire, dans le cas présent, migration anadrome. Voici une illustration d'un esturgeon, donc où on peut voir ici les écailles ganoïdes. Alors, on voit que ces écailles, elles sont espacées. On note ici la nageoire caudale qui est hétérocerque, donc vous voyez deux lobes inégaux, le lobe dorsal plus grand que le lobe ventral et on voit ici la colonne vertébrale qui se prolonge dans le lobe dorsal. Alors ici on note la bouche qui est en position infère et l'existence de ces barbillons que l'on voit ici en plus grand, ces barbillons qui sont donc des filaments à rôle tactile et gustatif. Ça permet aux poissons donc de toucher pour apprécier et pour goûter ses proies. Le deuxième superordre est celui des holostéens. Et je rappelle que là, nous utilisons le degré d'ossification pour distinguer ces superordres. Leur squelette est
partiellement ossifiés. Leur nageoire caudale est semi-hétérocerque. Alors, semi-hétérocerque veut dire que c'est une nageoire qui n'est pas totalement hétérocerque. Donc, voici cette nageoire caudale qui est semi-hétérocerque. La forme, la partie dorsale est plus développée que la partie ventrale, mais la différence par rapport à la nageoire caudale hétérocerque, c'est qu'ici, la colonne vertébrale ne se prolonge pas dans le lobe dorsal. Voilà la différence essentielle par rapport donc à la nageoire caudale hétérocerque. Les écailles chez les holostéens sont de type ganoïde et elles sont juxtaposées. Donc, comme vous pouvez le voir sur les illustrations, les écailles sont disposées les unes à côté des autres. Leur corps est allongé et avec les nageoires impaires, c'est-à-dire la nageoire dorsale et anale, qui sont reculées et opposées. La tête se prolonge en un rostre. Alors, on appelle rostre toute expansion à l'extrémité de la tête. Ce rostre est appelé aussi bec denté et ce terme a été mis entre guillemets parce que bec est une structure qui est propre aux oiseaux et denté aussi parce qu'un bec ne présente pas de dents. Ce sont des poissons qui sont dulcicoles et carnivores. Alors, l'exemple à citer dans ce superordre-là, c'est l'épisostée et qui vit en Amérique du Nord. Le superordre des brachioptérygiens. Le squelette est très ossifié. Les écailles, là aussi, sont des écailles ganoïdes et à disposition juxtaposée. La nageoire dorsale est longue et elle est fragmentée, c'est-à-dire découpée en nombreuses petites nageoires, ces petites nageoires que l'on appelle des pinules. Les nageoires paires sont toutes en forme de palette pédiculée, c'est-à-dire caractérisées par la présence d'un squelette axial ou d'un pédicule ou d'un pédoncule, et ces nageoires sont appelées des brachioptérygies. Donc là, c'est l'exception que nous avons notée tout à l'heure quand on a parlé de la sous-classe des actinoptérygiens, où on a dit que les nageoires s'inséraient directement sur les ceintures, à l'exception des brachioptérygiens. Donc, la principale caractéristique, ce sont ces nageoires paires en forme de palette pédiculée. Donc, voici le pédicule ou le squelette axial. Donc, là, nous avons la nageoire et là, c'est l'élément intermédiaire entre la nageoire et la ceinture du poisson. La nageoire caudale est difficerque. C'est la même forme que ce qu'on a vu chez les dipneustes. Comme exemple, nous avons ici le polyptère et qui est un poisson dulcicole vivant dans les rivières d'Afrique tropicale. Nous arrivons au superordre des téléostéens et qui regroupe ce que l'on appelle les vrais poissons.
Ces téléostéens sont les plus nombreux en termes d'espèces et d'individus. Leur squelette est totalement ossifié. Donc là, nous sommes partis du squelette le moins ossifié vers celui qui est le plus ossifié, et donc c'est le superordre des téléostéens. Leur nageoire caudale est toujours homocerque, donc constituée de deux lobes égaux. Si dans les caractéristiques de la classe des ostéichthyens, on a dit la nageoire caudale souvent homocerque, nous avons vu avec les superordres précédents que la nageoire caudale pouvait être trilobée, elle pouvait être difficerque, hétérocerque ou semi-hétérocerque. Ici, chez les téléostéens, elle est toujours, et je le souligne bien, toujours homocerque. Les écailles élasmoïdes, et elles sont chevauchantes. Les téléostéens sont des poissons qui peuvent être marins ou dulcicoles. Et quand ils sont marins, ils peuvent être pélagiques ou benthiques. Ce superordre compte une trentaine d'ordres, mais nous allons nous limiter à quelques ordres. Et avant d'étudier quelques ordres, nous allons voir les critères qui sont utilisés dans la systématique des téléostéens. Ces critères sont relatifs aux nageoires, pour lesquelles on peut parler de nombre, nature, forme et position. On utilise aussi le type d'écaille et on va parler de la présence ou de l'absence de barbillon. Donc, nous allons passer en revue chacun de ces caractères. Concernant les nageoires, alors on a dit qu'on peut parler de nombre, nature, forme et position. Pour la nageoire dorsale, nous allons parler de nombre. Donc la nageoire dorsale peut être au nombre de 1, 2 ou 3, à rayons mous, c'est-à-dire des rayons souples et articulés, ou à rayons durs, non articulés et épineux. Donc voici le cas de rayons mous et articulés, et ici des rayons durs et épineux. On a dit pour la nageoire dorsale, on parle de nombre. Nous allons voir le cas où il y a une seule nageoire dorsale. La nageoire dorsale, elle peut être courte et à rayons tous mous. Tous les rayons de la nageoire sont mous. La nageoire dorsale peut être longue et là aussi à rayons tous mous. Lorsque la nageoire dorsale est longue, nous avons des cas où elle peut présenter les deux natures, c'est-à-dire que l'on va trouver des rayons épineux et aussi des rayons mous. Les rayons épineux sont toujours situés à la partie antérieure de la nageoire et les rayons mous toujours situés à la partie postérieure. Donc, la nageoire dorsale, quand elle est longue, elle peut être à rayons tous mous ou alors elle peut présenter les deux natures comme le cas suivant. Donc, nous avons ici un poisson avec une nageoire dorsale longue dont les rayons antérieurs sont épineux et les rayons postérieurs sont mous.
Dans le cas de deux nageoires dorsales, la première est toujours épineuse. Donc on va dire ND1, donc nageoire dorsale 1 épineuse, ou alors ND1 à rayon épineux. La nageoire dorsale 2 ou la deuxième nageoire dorsale, elle est molle, ou on dira encore deuxième nageoire dorsale à rayon mou. Et on voit ici que les deux nageoires sont plus ou moins séparées. Nous avons ici le cas de trois nageoires dorsales. Donc, je rappelle, pour la nageoire dorsale, on va parler de nombre et de nature. Le nombre, c'est une, deux ou trois nageoires dorsales. Pour la nature, on parlera de rayons mous ou de rayons durs et épineux. Quand il existe des rayons épineux, ils sont toujours situés à la partie antérieure de la nageoire ou au niveau de la première nageoire dorsale. En parlant de nageoire, on va rappeler ce qui a été dit dans la première parenthèse de ce cours, à savoir l'existence de la nageoire adipeuse. Alors, cette nageoire, c'est une nageoire que l'on trouve en arrière de la nageoire dorsale. Donc, voici la nageoire adipeuse. Elle est située en arrière de la nageoire dorsale. Et on avait parlé aussi des pinules et on a dit que c'était des petites nageoires isolées et qui étaient situées à l'arrière des nageoires dorsales et anales. Pour la nageoire anale, nous allons parler aussi de nombre et de nature. La nageoire anale, il peut en exister une ou deux. Et les rayons peuvent être des rayons mous ou alors des rayons mous et des rayons épineux. Nous avons ici le cas d'un poisson qui présente une seule nageoire anale. Donc là, on peut aisément donc dire que les rayons sont des rayons mous. Là, nous sommes en présence d'un exemple qui présente deux nageoires anales. Comme pour la nageoire dorsale, la nageoire anale peut présenter aussi des rayons épineux à la partie antérieure. Donc, comme on le voit ici, voici les rayons épineux et là, les rayons mous à la partie antérieure. Nous avons ici une photo qui nous montre les rayons antérieurs qui sont épineux et vous voyez, on peut même compter le nombre de rayons épineux. Donc là, ils sont au nombre de 3 et la partie postérieure, ce sont des rayons mous. Donc, pour la nageoire dorsale et la nageoire anale, nous parlons de nombre et de nature. Concernant les pectorales, je rappelle que les pectorales, ce sont des nageoires paires et qui sont situées à l'arrière de l'opercule. Alors, pour les nageoires pectorales, nous allons parler de position et on va distinguer deux positions.
la position haute sur les flancs. Donc, nous avons ici un poisson, nous avons les pectorales et si la nageoire est située au niveau de la moitié supérieure de l'opercule, on dira que les nageoires pectorales sont en position haute sur les flancs. Donc, je reviens. On va utiliser l'opercule comme repère. Donc, on va essayer de tracer un trait imaginaire qui passerait par la moitié de la hauteur de l'opercule. Et si la nageoire est située dans la moitié supérieure de l'opercule, dans ce cas-là, on dira qu'elle est en position haute. Par contre, si la nageoire pectorale ou les nageoires pectorales sont situées dans la moitié inférieure de l'opercule, ou plutôt au niveau de la moitié inférieure de l'opercule, dans ce cas-là, on dira qu'elles sont en position basse. Les nageoires pelviennes. Là aussi, on parle de position. Leur position est déterminée en fonction des nageoires pectorales. Les pelviennes sont abdominales lorsqu'elles sont situées bien en arrière des pectorales. J'insiste bien sur ce terme, il est souligné et il est en gras, bien en arrière des nageoires pectorales. La deuxième position possible concernant les pelviennes, on dira qu'elles sont thoraciques. Et à ce moment-là, elles sont situées pratiquement sous les pectorales. On va distinguer une troisième position où on dira que les pelviennes sont jugulaires. Et là, elles sont situées ou implantées en avant des pectorales. Donc, la position des pelviennes est déterminée par rapport aux nageoires pectorales. Dans le premier cas, elles sont abdominales lorsqu'elles sont situées bien en arrière des pectorales. Elles sont thoraciques lorsqu'elles sont situées sous les pectorales. Et elles sont jugulaires lorsqu'elles sont implantées en avant des pectorales. Donc, pour les nageoires pectorales et pelviennes, c'est-à-dire les nageoires paires, on parle de position. La nageoire caudale. Alors, pour la nageoire caudale, nous allons parler de forme. Et là, on va voir les différentes formes de la nageoire caudale et de type homocerque, puisque nous sommes dans le superordre des téléostéens, chez lesquels la nageoire caudale est toujours homocerque. Donc, les différentes formes que l'on peut observer, la forme arrondie. Alors, cette forme, on peut la distinguer facilement puisque les rayons externes sont plus courts que les rayons du milieu. La nageoire caudale tronquée ou droite. On a l'impression que cette nageoire a été coupée à l'extrémité. La nageoire caudale lunaire, on dit aussi nageoire caudale en croissant. Et il y a la nageoire caudale qui est fourchue, ou on dit aussi échancrée. Donc c'est une nageoire en forme de V. Il faudra bien faire la différence entre nageoire fourchue et nageoire lunaire. La nageoire lunaire, nous avons
nous avons le pédoncule caudal qui pénètre dans la nageoire, ce qui n'est pas le cas pour la nageoire caudale fourchue où nous avons le pédoncule caudal et ensuite on va trouver la nageoire. Donc, je reprends la nageoire lunaire, le pédoncule caudal pénètre dans la nageoire. Tandis que pour la nageoire caudale, fourchue ou encore échancrée, nous avons le pédoncule caudal et ensuite on va trouver la nageoire. Le type d'écaille. Euh, Avant de passer au type d'écaille, donc je voudrais bien rappeler tout ce qui est relatif aux nageoires. Pour les nageoires dorsales et anales, on parle de nombre et de nature. Pour les nageoires paires, c'est-à-dire les nageoires pectorales et pelviennes, on parle de position. Pour les nageoires pectorales, on a distingué deux positions, la position haute et la position basse, tandis que pour les nageoires pelviennes, on a distingué trois positions qui ont été déterminées par rapport aux nageoires pectorales. Donc, on a distingué les pelviennes en position abdominale, les pelviennes en position thoracique et les pelviennes en position jugulaire. Le type d'écaille. Alors, nous sommes chez les téléostéens, chez lesquels les écailles sont des écailles élasmoïdes. Et on a dit que dans les écailles élasmoïdes, on distinguait deux types. Les écailles cycloïdes, qui sont caractérisées par un champ postérieur qui est lisse, qui ne présente pas d'épines, ou cténidie, et les écailles cténoïdes qui présentent des épines dans le champ postérieur. Nous introduisons maintenant un autre caractère qui intervient dans la systématique des poissons téléostéens. Ce sont les barbillons sensoriels, donc ces filaments qui sont à rôle gustatif et tactile. Ces barbillons peuvent être absents ou alors ils sont présents. Et quand ils sont présents, nous allons déterminer leur nombre, mais aussi leur position. Alors, on dira que ces barbillons sont labiaux quand ils sont situés autour des lèvres. Et on dira que les barbillons sont mentonniers lorsqu'ils sont situés sous le menton. Pour illustrer ces deux positions-là, donc ici nous avons un poisson qui présente 4 barbillons labiaux. Alors, une remarque, les barbillons labiaux sont toujours en nombre pair. Par exemple, 2, 4, 6, 8, etc. Toujours en nombre pair. Les barbillons mentonniers peuvent être en nombre pair ou impair. Donc, par exemple, ici, nous avons un seul barbillon mentonnier. La conjugaison de l'ensemble de ces caractères permet de distinguer essentiellement deux types ou deux états chez les téléostéens. L'état malacoptérygien, qui regroupe les téléostéens les moins évolués, et l'état acanthoptérygien, qui regroupe les téléostéens les plus évolués. Donc, nous allons utiliser les caractères que l'on a décrits précédemment pour distinguer deux états.
Mais je tiens à préciser que dans la nature, il n'y a pas une règle pour tracer un tableau comme ça. Donc, nous allons avoir entre ces deux états un état que l'on qualifie d'état intermédiaire. Les rayons des nageoires. Chez les malacoptérygiens, les rayons des nageoires sont mous, souples et articulés. Chez les acanthoptérygiens, ces rayons sont durs et épineux, au moins dans la partie antérieure des nageoires, c'est-à-dire les nageoires dorsales et la nageoire anale. Les nageoires pectorales chez les malacoptérygiens sont toujours en position basse et elles sont en position haute chez les acanthoptérygiens. Les nageoires pelviennes, elles sont en position abdominale chez les malacoptérygiens et en position thoracique ou jugulaire chez les acanthoptérygiens. Les écailles sont de type cycloïde chez les malacoptérygiens et cténoïdes dans l'état acanthoptérygien. L'ensemble donc des caractères a permis de distinguer deux états, mais comme je viens de le préciser, il peut y avoir un état intermédiaire. Donc, nous allons passer en revue les ordres que l'on trouve dans le superordre des téléostéens malacoptérygiens. Donc, tous les ordres que nous allons traiter par la suite vont présenter les caractéristiques suivantes. Donc, les rayons des nageoires sont des rayons mous, les pectorales, elles sont basses, les pelviennes abdominales et les écailles, des écailles cycloïdes. Donc, on n'aura pas besoin de répéter ces caractéristiques pour chacun des ordres que nous allons voir. L'ordre des clupéiformes. La principale caractéristique des clupéiformes, c'est un opercule qui est bien développé. Il y a une seule nageoire dorsale et on pourra préciser qu'elle est courte. Ces poissons sont des poissons marins et qui sont planctonophages. Donc cet ordre-là appartient au superordre des téléostéens malacoptérygiens. Donc nous allons vérifier ensemble les caractères des malacoptérygiens, à savoir que les rayons des nageoires dorsales et anales sont des rayons mous. On voit bien que les pectorales sont situées au niveau de la moitié inférieure de l'opercule, donc elles sont en position basse. Et les nageoires pelviennes, elles sont situées bien en arrière des pectorales, donc elles sont en position abdominale. Dans cet ordre-là, on va distinguer deux familles en fonction de la taille de l'ouverture buccale, c'est-à-dire l'ouverture de la bouche. Chez la famille des clupéidés, la fente buccale n'atteint pas le bord postérieur de l'œil. Donc, nous avons la bouche, l'extrémité de la bouche et nous avons le bord postérieur de l'œil. Donc, vous voyez que la fente n'arrive pas au bord postérieur de l'œil. La deuxième famille, c'est celle des angrolidés et là, la fente buccale dépasse le bord postérieur de l'œil. Chez la famille des clupéidés, la fente buccale donc n'atteint pas le bord postérieur de l'œil, ce qu'on va voir encore ici. Et nous avons dans cette famille deux exemples à citer, deux exemples communs. C'est la sardine
qui présente un opercule qui est plus ou moins droit, et le hareng qui présente un opercule qui est arrondi vers l'arrière. La deuxième famille, c'est celle des angrolidés, et là, la fente buccale dépasse le bord postérieur de l'œil. Par exemple, l'anchois. L'anchois qui ressemble beaucoup à la sardine, mais qui est de forme plus fine, plus allongée. Le deuxième ordre est celui des salmoniformes, donc pour lequel on va encore à nouveau vérifier les caractères malacoptérygiens, donc nageoire dorsale à rayon mou, nageoire anale à rayon mou, des pectorales basses et des pelviennes abdominales. La caractéristique de cet ordre-là, c'est l'existence de deux nageoires dorsales. La deuxième est une nageoire adipeuse, c'est-à-dire que c'est une nageoire qui est petite, charnue et sans aucun rayon de soutien. Ces poissons se caractérisent aussi par une grande bouche qui est munie de dents nombreuses et fortes. Nous aurons deux exemples à citer dans cet ordre des salmoniformes. Tout d'abord le saumon et la truite. Nous allons pouvoir faire une comparaison entre ces deux espèces, et la première va résider au niveau de la forme de la nageoire caudale. Donc chez le saumon, la nageoire caudale est fourchue, tandis que chez la truite fario, la nageoire caudale est droite. Le saumon est un poisson qui est amphibiotique à migration anadrome, c'est-à-dire un adulte marin et une larve dulcicole, tandis que la truite est un poisson qui est entièrement dulcicole. Nous voyons ici l'illustration qui met en évidence donc l'existence de la nageoire adipeuse, et qui nous montre aussi la différence au niveau de la nageoire caudale. Donc fourchue chez le saumon et droite chez la truite. L'ordre des aplomes. Il y a une seule nageoire dorsale qui est très postérieure et qui est reculée et opposée à la nageoire anale. Donc, à nouveau, on va vérifier les caractères des malacoptérygiens, des rayons mous au niveau de la nageoire dorsale et anale, des pectorales basses et des pelviennes abdominales. Leur tête est aplatie avec une grande bouche en forme de bec de canard. L'exemple que l'on peut citer, c'est le brochet, et c'est un poisson qui est dulcicole. Les cypriniformes. Les cypriniformes se caractérisent par une seule nageoire dorsale qui peut être courte ou alors longue, comme chez la carpe par exemple. Leur bouche est protractile, c'est-à-dire que c'est une bouche qui peut se distendre, s'étirer, aller vers l'extrémité et revenir à un état initial. Cette bouche protractile est munie de barbillons labiaux en nombre variable. Ils peuvent être absents au nombre de 2 ou 4. Ces poissons sont des poissons qui sont dulcicoles et détritivores. Détritivores veut dire qu'ils se nourrissent de détritus, de déchets. Nous avons 4 exemples à citer, et ces 4 exemples mettent en évidence des différences au niveau du nombre de barbillons et aussi la taille de la nageoire dorsale. Nous avons le gardon, la tanche et le barbeau. Ces 3 espèces présentent toutes une nageoire dorsale qui est courte. On va les différencier par l'absence de barbillons chez le gardon.
La tanche présente 2 barbillons labiaux, donc un de chaque côté des lèvres. Le barbeau va présenter 4 barbillons labiaux, donc 2 de chaque côté des lèvres. La carpe va présenter 4 barbillons labiaux, mais là on ne pourra pas la confondre avec le barbeau, avec l'exemple précédent, parce qu'elle présente une nageoire dorsale qui est longue. Si l'on illustre ces exemples-là, donc on voit le gardon, c'est l'image du haut, il n'y a pas de barbillon. Chez la tanche, on voit un barbillon, donc de ce côté, il y en a un autre de l'autre côté, donc il y a 2 barbillons. Ici, nous avons le barbeau où on voit bien les 4 barbillons et toujours donc une nageoire dorsale qui est courte. Nous sommes ici en présence de l'exemple de la carpe qui présente une nageoire dorsale qui est longue et des barbillons labiaux. 4 barbillons labiaux, comme on peut le voir sur cet exemple, sur cette image à droite. L'image à gauche montre ce que l'on a qualifié de bouche protractile. Vous voyez sur cette image à gauche, la bouche elle est étirée, elle est distendue et sur la droite, donc elle est revenue à un état initial. Un dernier ordre dans ce superordre des téléostéens malacoptérygiens, c'est celui des anguilliformes, que l'on appelle aussi les apodes. Leur corps est serpentiforme, donc vous voyez, il rappelle l'allure d'un serpent. Il se caractérise par l'absence de pelvienne. Donc ici, on note l'existence de pectorales seulement. La nageoire dorsale est en continuité avec la nageoire caudale et la nageoire anale. Leurs écailles sont rares ou même absentes. Nous allons étudier 2 exemples sous forme de comparaison. Ces 2 exemples, c'est l'anguille et le congre. Donc tous 2, bien sûr, ont un corps qui est serpentiforme. Ils présentent des nageoires pectorales. Chez l'anguille, la nageoire dorsale est insérée très en arrière. Par contre, chez le congre, la nageoire dorsale est plus longue et elle est insérée au niveau des extrémités des pectorales. La mâchoire inférieure dépasse par rapport à la mâchoire supérieure. Chez le congre, ça va être l'inverse. C'est la mâchoire supérieure qui dépasse la mâchoire inférieure. L'anguille est un poisson qui est amphibiotique à migration catadrome. Donc jusqu'à présent, nous avons vu des exemples de poissons amphibiotiques à migration anadrome. Ici, on parle de migration catadrome, c'est-à-dire que l'adulte est dulcicole et la larve est marine. Donc amphibiotique à migration catadrome. Le congre est un poisson qui est entièrement marin. Le superordre des téléostéens intermédiaires. Alors, au niveau de ce superordre, on va trouver des ordres qui vont présenter un mélange de caractères malacoptérygiens et acanthoptérygiens. L'ordre des syngnathiformes. Les syngnathiformes sont des poissons marins benthiques d'aspect rigide, donc ils ont un aspect qui est dur et qui vivent dans les herbiers d'algues. Leur tête est en forme de museau, elle est allongée et tubiforme, c'est-à-dire en forme de tube. Leur queue est
préhensile, c'est-à-dire qu'elle peut s'enrouler autour d'un support et là, ce support, donc ça va être des algues. Ils vivent souvent en position verticale. Comme exemple, nous avons l'hippocampe caractérisé par l'absence de nageoire caudale et le syngnathe aiguille chez lequel la nageoire caudale est présente. Donc voici l'illustration de ces deux exemples. Donc tout à fait à gauche et en haut, nous avons l'hippocampe. Alors, on voit bien le museau tubiforme, la queue préhensile. On retrouve la même chose chez le syngnathe aiguille. La seule différence, c'est que chez l'hippocampe, il n'y a pas de nageoire caudale, tandis que chez le syngnathe aiguille, il y a une nageoire caudale. L'autre différence, c'est l'hippocampe qui vit en position verticale, tandis que le syngnathe aiguille vit en position horizontale. L'ordre des gadiformes. Il y a en général un barbillon mentonnier, donc un barbillon sous le menton. Donc en général, ça veut dire qu'il peut être absent. En général, il y a 3 nageoires dorsales et 2 nageoires anales. Mais parfois, on peut trouver une ou 2 dorsales et une nageoire anale. Les pelviennes sont thoraciques ou jugulaires. Comme exemple, nous avons le taco, le merlan, la morue et la physis. Nous avons ici des exemples de gadiformes où on peut voir cette variabilité. Donc, les 3 espèces à gauche et celle qui est en haut présentent 3 nageoires dorsales. Elles présentent toutes 2 nageoires anales et on voit que toutes ne présentent pas un barbillon mentonnier. La deuxième espèce, en partant du haut à gauche, ne présente pas de barbillon mentonnier. Les 2 espèces en bas et à droite présentent 2 nageoires dorsales et une seule nageoire anale. Et quand il y a une seule nageoire anale, on remarquera qu'elle est longue. Il y a aussi un barbillon mentonnier. Alors, au niveau des nageoires pectorales, ici, on voit des nageoires pectorales qui sont en position thoracique. Là, elles sont en position jugulaire. La même chose ici, elles sont en position jugulaire. Là, elles sont thoraciques, jugulaires et jugulaires. Le superordre des téléostéens acanthoptérygiens. Alors, je rappelle que tous les individus de ce superordre-là présentent des rayons des nageoires qui sont antérieurs, qui sont durs et épineux, au moins dans la partie antérieure des nageoires dorsales et anales. Les pectorales sont toujours en position haute. Les pelviennes sont thoraciques ou jugulaires. Et les écailles sont des écailles de type cténoïde. Nous avons l'ordre des zéiformes. Chez les zéiformes, le corps est haut, on peut dire aussi qu'il est élevé, et surtout il est très comprimé latéralement. J'insiste bien sur ce terme de très comprimé latéralement. Il possède de longs rayons qui dépassent des nageoires. Il se caractérise par de gros yeux et une bouche qui est protractile.
Alors, regardez ici la bouche protractile. Vous voyez jusqu'à quel niveau elle peut se distendre. Comme exemple de zéiforme, nous avons le Saint-Pierre. L'ordre des perciformes. Les nageoires sont épineuses et à rayons durs et non segmentées. Cet ordre est très très vaste et aussi leur systématique et leur détermination est assez ardue, assez dure. Alors, je vais me limiter à une seule caractéristique, c'est la suivante. On pourra les décrire par l'existence d'une seule nageoire dorsale et qui est généralement longue, ou alors deux nageoires dorsales qui sont plus ou moins nettement séparées et qui parfois peuvent être suivies de pinnules. C'est la seule caractéristique que je peux vous donner concernant les perciformes parce qu'il y a trop de variabilité dans cet ordre-là. Donc, c'est un ordre qui est très vaste et qui comporte de très nombreuses espèces, dont certaines sont dulcicoles et d'autres marines, et cet ordre-là va être étudié en TP. Toutefois, on peut voir des exemples pour vous montrer ce qui vient d'être dit, hein, qu'il présente en général une nageoire, quand il présente une nageoire dorsale, elle est en général longue, comme on peut le voir sur ces exemples-là. Ou alors, quand il y a deux nageoires dorsales, ces deux nageoires dorsales sont plus ou moins nettement séparées, hein, comme dans le cas, les quatre premières illustrations, on voit qu'il y a deux nageoires dorsales qui sont plus ou moins séparées. Les deux exemples ou les deux illustrations du bas nous montrent deux nageoires dorsales qui sont suivies par des pinnules. Un autre ordre dans ce superordre des téléostéens acanthoptérygiens, c'est celui des pleuronectiformes. Pleuro qui veut dire côté. Ce sont des poissons plats, marins et benthiques. Leur corps est comprimé latéralement et il est dissymétrique chez l'adulte, avec un côté qui est aveugle, qui est dépigmenté, c'est-à-dire décoloré, il est blanc, et c'est le côté qui repose sur le fond marin. Et un côté avec les deux yeux qui est coloré et qui est en harmonie par rapport au milieu. Pourquoi on a dit dissymétrique chez l'adulte? Parce qu'au départ, la larve était symétrique et au cours de la métamorphose, il y a eu migration d'un œil d'un côté à l'autre de la tête. Donc nous nous retrouvons en présence d'un poisson qui présente deux yeux d'un même côté de la tête. Les nageoires dorsales et anales s'étendent sur tout le pourtour du corps. Donc tout autour du corps, les nageoires dorsales et anales. Ces poissons sont qualifiés de droitiers ou gauchers selon la position des yeux. Si les deux yeux sont du côté droit, on parlera de poissons droitiers. S'ils sont du côté gauche, ils sont qualifiés de poissons gauchers. Alors, comment déterminer la position des yeux? Nous prenons notre échantillon, nous l'orientons tête vers l'avant et si les deux yeux sont situés du côté de ma main droite, je dirais que ce sont des poissons droitiers. Si, en orientant le poisson toujours la tête vers l'avant et que les deux yeux sont du côté gauche, je dirais que ce sont des poissons gauchers. Comme exemple, nous avons la sole, la limande et la plie, qui sont des poissons droitiers, et
le turbo qui est un poisson gaucher. Donc voici quelques exemples. Donc nous avons la sole et la limande qui sont droitiers et nous avons le turbo qui est gaucher. Donc nous allons faire une petite synthèse concernant la classe des ostéichthyens. Dans cette classe, nous avons pris en considération la structure des nageoires paires et qui nous a permis de distinguer trois sous-classes, les dipneustes, les crossoptérygiens et les actinoptérygiens. La sous-classe des actinoptérygiens a pris en considération le degré d'ossification du squelette, c'est ce qui nous a permis de distinguer quatre superordres, les chondrostéens, les holostéens, les brachyoptérygiens et les téléostéens. Chez les téléostéens, nous avons distingué les malacoptérygiens, les intermédiaires et les acanthoptérygiens. Et donc là, on a utilisé comme caractère la nature des rayons des nageoires, la position des nageoires pectorales, la position des nageoires pelviennes et aussi le type d'écaille. Donc voilà pour le contenu de ce cours sur la superclasse des poissons. Nous allons essayer de nous retrouver pour un prochain enregistrement pour étudier donc la classe pardon, des amphibiens.